Merci, bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je voudrais à nouveau rassurer Chambéry Avenir. Nous, on n'est pas sensible à toutes ces calomnies qui ont été proférées dans ce torchon qui est le JDD, qui est détenu par des fascistes, on le sait bien, comme tant d'autres médias dans notre pays, beaucoup trop de médias, puisque vous le savez, 90% de la presse écrite et télévisuelle appartiennent à des milliardaires. Et étonnamment, ces milliardaires, ils ont déjà choisi leur camp. Et ce camp, c'est le Rassemblement national, c'est l'extrême droite, parce que c'est le meilleur moyen qu'ils ont trouvé pour mettre à l'abri leur cupidité, leur tirelire, les plus à l'abri sous la matraque des fascistes du Rassemblement national, bien évidemment, qu'avec des partis comme le nôtre qui prônent le partage des richesses et la juste distribution des richesses. Donc je le redis à nouveau à Chambéry Avenir, notre garantie absolue et totale de notre admiration du travail que vous avez toujours fourni dans les quartiers, mais aussi, effectivement, tu l'as dit, dans les élections, dans les campagnes électorales, puisqu'ils ont joué, il et elle ont joué un rôle déterminant pour gagner les différents scrutins qui se sont déroulés depuis 2022. Et il y en a eu pas mal, puisqu'il y a eu aussi les européennes, qui ont été une très très belle campagne. Donc merci encore à vous toutes et tous pour la qualité de ce travail, votre engagement républicain, je le dis à nouveau, puisque c'est le cœur qui vous anime et que nous avons en commun. Et puis pour toute l'amitié que vous m'avez toujours manifestée. Merci. Emma vous a rappelé que dimanche partait la Gaza Freedom Flotille, qui est la petite flottille d'activistes pour la paix et pour sauver les Gazaouis de façon humanitaire, de façon pacifiste. Une flottille va partir dimanche pour aller rejoindre les côtes de Gaza. Mais en 2010 déjà, et 2010, vous aurez remarqué que c'est bien antérieur au 7 octobre 2023, pardon. Et déjà à l'époque, il faut se souvenir que cette flottille merveilleuse a subi les attaques de speedboard et d'hélicoptères israéliens qui ont fait 9 morts parmi les membres de la flottille. Donc vous voyez, on revient de loin et c'est un moment très délicat qui va se produire là. Et une des manières de mettre en sécurité nos camarades, Rima Hassan, Greta Thunberg et toutes celles et ceux qui composent cet équipage, c'est bien évidemment d'interpeller les élus, d'interpeller les médias, de communiquer sur les médias, de relayer cette action pour éviter que ne se reproduise le drame qui s'était déjà produit en 2010. Voilà, donc mobilisons-nous effectivement pour que ça se passe le mieux possible, parce que ce serait quand même horrible que se reproduisent les assassinats qui ont été commis en 2010 contre la même flottille qui venait apporter de l'aide humanitaire seulement à des gens qui en avaient déjà beaucoup besoin, déjà à l'époque. Et puis c'est notre anniversaire aussi, qui n'est pas très réjouissant. Le 31 mai 2005 avait lieu le référendum d'adhésion de la France au traité constitutionnel européen. Et vous allez voir que ce scrutin, ce référendum, ont donné enfin la parole au peuple. Ça a été fait très peu pendant la Ve République, je crois que c'était la 3e fois. Il y a eu le référendum de Charles de Gaulle, bien évidemment. Il y a eu celui-là, puis il y en a peut-être eu un 3e. Mais vous voyez, en 60 ans, il y a eu 3 référendums. Et ce référendum-là, vous vous souvenez, toutes et tous, combien les médias, déjà à l'époque, vendus, avaient promu le oui à ce référendum, combien toute la classe politique, de la gauche à l'extrême droite, déjà à l'époque, prônait l'adhésion à cette Europe-là. Et pour celles et ceux qui avaient eu à l'époque l'occasion de lire de quoi il s'agissait, que contenait ce traité européen, on s'apercevait que ce n'était pas du tout une déclaration d'intention pour conforter les droits des populations, que ce soit les droits sociaux ou les droits environnementaux, mais c'était ni plus ni moins que le règlement intérieur de l'usine Europe, en quelque sorte, et le règlement, en quelque sorte, de l'échange des capitaux. On était bien loin d'une préoccupation populaire et souverainiste pour le peuple. Eh bien, en dépit de tous les sondages déjà à l'époque qui avaient menti comme des arracheurs de dents, c'est devenu une habitude, eh bien, le non l'a emporté à la stupéfaction feinte de celles et ceux qui ont promu ce oui et qui savaient déjà que ce n'était pas partie gagnée. Eh bien, depuis, est-ce que la démocratie a progressé dans notre pays ? Visiblement non, puisque quelques années plus tard, en 2007,
Nicolas Sarkozy a piétiné la volonté populaire, a piétiné ce choix en disant que finalement, Françaises et Français, vous n'êtes pas mûrs pour les référendums, vous n'êtes pas mûrs pour le pouvoir, vous n'êtes pas souverains, et c'est finalement une décision gouvernementale qui s'imposera avec l'exact contraire de la décision que vous aviez pourtant portée dans les urnes. Ça a été un scandale qui a beaucoup marqué et qui a d'ailleurs eu la vertu d'engager en politique beaucoup de gens parmi nous, dans notre camp, de la gauche radicale et de rupture. Parce qu'on s'est dit, ben non, on ne peut pas continuer avec cette forme-là de gouvernance qui n'a absolument rien de démocratique et qui piétine un des fondements de notre Constitution, ou plutôt de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puisque ce texte-là, il est fondateur, il est en haut de la hiérarchie des normes de notre pays. Et comme disait Mohamed, nous, on y croit. On nous dit liberté, égalité, fraternité, laïcité, on y croit. On nous dit un homme vaut un homme, une femme, un individu a la même valeur, quelle que soit sa condition, on y croit. Eh bien non, visiblement, à droite, ils n'y croient pas du tout et ils se disent qu'on est complètement immature et qu'on ne peut pas laisser le pouvoir au peuple. Entre-temps, vous avez observé que les différents gouvernements qui se sont succédés dans cette espèce de naufrage qu'est la Macronie ont gouverné à coup de 49-3. Le 49-3, finalement, c'est la matraque législative, c'est la matraque de l'exécutif qui s'affranchit de la discussion en hémicycle où on a la possibilité de faire évoluer les lois dans un sens qui va plus vers l'intérêt général que vers les intérêts particuliers qu'un grand nombre de députés représentent. Parce que ce qui a étonné le jeune député, jeune en termes d'ancienneté dans l'hémicycle que je suis, eh bien, c'est que finalement, où que l'on tourne son regard, quand on voit les réactions, quand on voit ce que votent ces gens-là, on se dit qu'ils sont pétris d'une forme de corruption, qu'elle soit morale et ou matérielle. Et finalement, toutes les lois qui sont édictées, elles viennent nourrir les intérêts de petites catégories qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général. J'en veux pour preuve la loi du plomb, par exemple, dont je crois nous parlera tout à l'heure davantage Manu. Cette loi du plomb, c'est le droit à polluer, à nous empoisonner et à nous tuer finalement, parce qu'il est démontré que l'usage de pesticides interdits favorise l'explosion de cancer du pancréas, de cancer de la prostate, de cancer du sein chez la femme. Eh bien, et chez l'homme d'ailleurs, puisque savez-vous, il existe aussi le cancer du sein chez l'homme. Je crois que ça représente 4% de l'ensemble des cancers du sein. Bon. Eh bien, cette loi-là, qui a été adoptée avec un dispositif absolument grotesque, puisque le propre rapporteur du texte, voyant qu'il n'arriverait pas à faire passer toutes les dispositions qui permettent de polluer sans entrave, eh bien, il a retiré son texte de manière à ce que ce soit la version du Sénat, qui était la plus libérale, qui soit adoptée en commission mixte paritaire. Donc encore une fois, là aussi, une négation totale de la liberté des peuples à choisir leur destin, à choisir leur loi. Bien évidemment, vous avez vu tous les 49.3 qui ont été utilisés pour imposer la retraite à 64 ans. Le combat n'est pas fini, puisque au lendemain de l'adoption, non pas par vote, contrairement aux mensonges qui sont proférés encore aujourd'hui, il y a quelques jours encore à peine, dans une sorte de lapsus, j'ai oublié même son nom, Bayrou, François, oui, bon, comme il ne va pas rester très longtemps lui non plus, finalement, je ne sais pas si c'est très important, si, il restera dans l'histoire comme celui qui a dissimulé les crimes odieux qui ont été commis à Betaram, et que notre commission d'enquête a mis en lumière, dont les rapports vont être rendus dans quelques jours, et où l'on voit finalement que les politiques ne sont pas là pour nous défendre. Ils sont là pour défendre leurs petites entre-gens, leur petite caste, en quelque sorte, leurs petits intérêts particuliers. Eh bien, il a dit que cette loi avait été adoptée par vote. Elle a été votée, cette loi, n'arrête-t-il pas de dire. En réalité, non, bien sûr, elle a été imposée par un 49.3. Et j'en profite pour rappeler aux différentes organisations qui ont composé le NFP qu'un serment a été fait qui est « Nous n'aurons de cesse de nous battre jusqu'à faire abroger cette infâme loi de la retraite à 64 ans ». Bon, bien évidemment, les promesses n'engagent que celles et ceux qui y croient.
Et il se trouve que dès le lendemain, au chant du coq, comme on dirait, eh bien déjà, nos partenaires du NFP avaient déjà trahi cet engagement, ce serment en quelque sorte, puisque vous aurez observé que certaines des organisations politiques qui composaient ce NFP à l'époque, eh bien, se sont dites plutôt favorables au conclave, c'est-à-dire un petit comité Théodule qui ne sert à rien, puisque de toute façon, il y a une formation politique, on va le dire, qui a un droit de veto en quelque sorte, et il s'appelle le MEDEF. Donc vous voyez bien, si finalement en France c'est le MEDEF qui gouverne, ou la FNSEA par exemple, pour la loi du plomb, eh bien nous ne sommes gouvernés que par des accumulations de petits intérêts particuliers et non pas par l'intérêt général. Je regarde mes notes parce que j'ai l'impression de m'être un petit peu éloigné. Donc on a affaire à des forcenés, on dit de Macron que c'est un forcené, effectivement, il s'attache au pouvoir avec une espèce de frénésie constante, et on ne sait jamais quelles seront ses décisions du jour au lendemain. Il dit « je ne vais pas dissoudre, je n'ai pas l'intention de dissoudre, mais tenez-vous prêts ». Parce qu'il n'est absolument pas garanti que cet homme-là, dans une espèce de fulgurance, avec sa pensée complexe qui le caractérise, ne dissoudra pas d'ici quelques semaines ou quelques mois à peine. Donc on est en campagne permanente désormais. Tous les militants et militantes que vous êtes, et toutes celles et ceux qui ne sont pas forcément dans cette salle des militants, mais gardez à l'esprit que de toute façon, la bataille est engagée, la bataille contre ce fascisme-là, dont on trouve quelque part l'inspiration dans les années 30 en Allemagne, puisque à cette période-là, en Allemagne, on avait une république qui s'appelait la République de Weimar, qui a largement inspiré la constitution de la 5e République française, pour vous dire, puisqu'ils avaient également un 49.3 qui s'appelait le 48.2. Ils avaient également des dispositions qui permettaient au chef du gouvernement ou au président, au chancelier, de prendre tous les pouvoirs en cas de menaces, en cas de difficultés, d'attaques extérieures, etc. Donc, on a eu à l'époque une lente glissée, mais sûre, vers le fascisme. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui au quotidien. Toutes les semaines, en fait, on voit des dingueries qui nous sont infligées dans l'hémicycle, mais aussi à coups de décrets, à coups d'ordonnances et d'autres dispositifs tous plus antidémocratiques les uns que les autres. Donc il faut se battre pour faire advenir la véritable République que nous appelons de nos voeux, qui est la 6e, puisque nous on dit celle-ci, elle est en état de mort cérébrale. Elle est sous acharnement thérapeutique de celles et ceux qui trouvent un intérêt essentiellement financier, mais dont largement inspiré de la corruption que je vous relatais tout à l'heure. Donc voilà, il va nous falloir se mobiliser, notamment pour avoir des réunions, pour discuter de ce qu'on veut demain comme République. En tout cas, celle-ci, on n'en veut plus, ça c'est sûr. J'ai déposé une proposition de loi à l'Assemblée pour le référendum d'initiative citoyenne qui vient enrichir l'article 89 de la Constitution actuelle, bien sûr, parce qu'on est obligé, pour reprendre le pouvoir, on est obligé de se servir des règles actuelles dans lesquelles nous sommes partie prenante. Nous jouons avec les règles qui nous sont imposées, dont nous héritons pour la plupart. Les inspirateurs de la 5e République ne sont plus. Jean-Louis Debré est mort depuis déjà pas mal de temps. Pas Jean-Louis d'ailleurs. Oui. Michel, pardon. Oui. C'est le fils. Oui, on se partage le pouvoir en famille dans ces milieux-là. Bon, bref. Toujours est-il qu'il va falloir donc se battre, ne rien lâcher et continuer à vous mobiliser. Inscrivez-vous également sur Action Populaire pour rejoindre DGA, parce que ces groupes d'action nous permettent justement de raccrocher à la politique tous les jeunes, en l'occurrence en particulier, qui se sont désenchantés et détachés de la vie politique en disant de toute façon c'est pareil et puis de toute façon on ne peut rien faire. En fait c'est faux, on ne peut pas rien faire. Ce qui s'est passé aux dernières législatives est le signe même qu'on a durablement, même définitivement je crois, cassé leur machine. La 5e République ne fonctionne plus. Elle est maintenant obligée de fonctionner avec des prises de pouvoir autoritaires, puisqu'on a affaire à un autoritarisme, et l'autoritarisme, c'est c'est le pendant de l'autorité. Quand on n'a plus d'autorité, quand l'autorité n'est plus légitime, eh bien c'est l'autoritarisme qui le remplace pour infliger au peuple
tout ce qui va à l'encontre des biens communs et de l'intérêt général. Voilà, je ne vais pas être plus long et je vais laisser désormais la parole à Manu Bompard. Pardon, excusez-moi, Anaïs. Oui, je n'avais pas suivi l'ordre. Voilà. Merci à toutes et à tous.